Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public qui nous trouve une nouvelle fois à la Fondation Jan Michalski, que nous remercions pour son hospitalité. Nous sommes donc à Montrichet, à mi-chemin à peu près entre Lausanne et Genève. Je crois que c'est la 4e ou 5e fois que nous avons le plaisir d'être reçus ici dans cet amphithéâtre où chaque fois nous avons aussi le plaisir de constater qu'il y a un petit peu plus d'auditeurs. Nous sommes aujourd'hui le 12 octobre, je le dis parce que ça a évidemment une importance compte tenu de l'actualité internationale, le 12 octobre pour une émission qui, elle, sera diffusée le 22 et qui s'intitulera « Faut-il désespérer de la politique ?» émission pour laquelle nous avons rassemblé Françoise Fressoz, éditorialiste politique au Monde, Jean-Jacques Roth, actuellement chroniqueur au Temps, mais qui a exercé de nombreuses responsabilités dans la presse écrite et audiovisuelle helvétique, et David Jayes, essayiste à coup sûr, et bientôt entrepreneur. Est-ce qu'on peut déjà dire ? Oui, c'est le 22, donc on peut dire, et à la tête d'une entreprise privée, après avoir été un haut fonctionnaire, et le rapporteur général c'est pas un comité, c'est du Conseil national de la rénovation. Quand je ne dis pas comité à la place de conseil, je dis résurrection à la place de rénovation, et dans les deux cas, c'est tout à fait excessif. Faut-il donc, c'est le sujet de notre conversation, désespérer de la politique ? Notre époque semble caractérisée par une crise de la politique nationale qui se manifeste, pour ainsi dire, par le haut, avec la dilution du pouvoir des États-nations dans la mondialisation, et par le bas, avec la perte de confiance dans le personnel politique et les institutions. À mesure que la mondialisation progresse, les marges de manœuvre des États-nations, par définition localisées, semblent de plus en plus limitées, contraints de répondre à des enjeux globaux comme le réchauffement climatique, les flux migratoires ou la régulation financière internationale, leurs leviers d'action nationaux paraissent impuissants. Le pouvoir des États-nations est concurrencé par des firmes qui ignorent les frontières ou par des entités supra-étatiques comme la Commission européenne. David Jayes, vous avez ainsi écrit dans la revue Esprit que l'État, je cite, ressemble de plus en plus à un sujet passif, partiellement dépossédé de sa souveraineté. De plus, la dette publique, les taux d'intérêt croissants et les déficits publics élevés limitent les politiques budgétaires. Ainsi, cette impuissance manifeste se traduit-elle par un désenchantement, voire un rejet de la politique nationale, auquel s'ajoute une crise de confiance dans les institutions. Cette crise s'illustre en France par plusieurs types de comportements: l'abstention aux élections, la progression des partis politiques anti-système, la demande de mécanismes de démocratie directe ou la participation à des mouvements de protestation non institutionnalisés. La dernière vague du baromètre de la confiance politique du Cevipof, réalisée entre le 27 janvier et le 17 février 2023, indique qu'en France, la confiance dans les institutions est à son plus bas niveau depuis la crise des Gilets jaunes. Près des 2/3 considèrent que la démocratie ne fonctionne pas bien, 10 points de plus qu'il y a 2 ans. 68% demandent une plus grande implication de la société civile dans la vie politique et 70% estiment que les hommes politiques sont principalement préoccupés par leurs intérêts personnels. Face à cette crise multidimensionnelle, diverses propositions émergent pour rééquilibrer la mondialisation et renouveler la confiance dans la politique nationale. L'économiste Dani Rodrik plaide depuis plusieurs années pour que les accords internationaux visent à améliorer le fonctionnement de l'État-nation plutôt qu'à l'affaiblir. Quant à l'adhésion des citoyens, plusieurs réformes institutionnelles sont envisagées en France: revenir au septennat, introduire une dose de proportionnelle aux élections législatives, supprimer l'article 49.3 et donner davantage de pouvoir au Parlement, mettre en place des référendums d'initiative citoyenne ou encore une véritable démocratie participative en faisant entrer les citoyens au Parlement, comme le propose une note du think tank Terra Nova. En contrepoint, beaucoup d'observateurs soulignent l'efficacité de la Constitution suisse. Giuliano d'Empoli a loué dans le quotidien Le Temps les vertus d'un système permettant de désamorcer toute déstabilisation forte. Et enfin, Dominique Schnapper a fait dans la revue Telos, revue en ligne, un éloge de la culture du compromis qu'elle nomme également conversation. Pour introduire notre conversation, Françoise Fressoz. Merci beaucoup, Philippe.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il me semble que pour avoir observé la politique française pendant de longues années, ce que vous soulignez, c'est-à-dire au fond le sentiment de perte de souveraineté, en tout cas l'idée que je ne suis plus maître de mon destin, je pense que c'est ce qui alimente très profondément la crise de la représentation politique. Et s'il fallait peut-être donner un point de départ à cette crise, moi je partirais de 1983. C'est l'année de ce qu'on appelle en France le tournant de la rigueur, où pendant une semaine, François Mitterrand va hésiter entre fermer les frontières et parce qu'on en est à la 3e dévaluation, qu'on est en train de perdre notre prestige, notamment par rapport à l'Allemagne. Et François Mitterrand se dit, maintenant je vais fermer les frontières et je vais faire le développement en France. Il y a 15 jours de débat intense où certains plaident, oui, il faut fermer les frontières, et où finalement le directeur du Trésor va persuader François Mitterrand, lui dire, mais si vous fermez les frontières, vous aurez une cure de rigueur bien plus importante que si vous les ouvrez. Et là, vous avez le choix de François Mitterrand dans l'Europe, et il va vendre aux Français une Europe à l'image de la France, c'est-à-dire une Europe qui sera sociale. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en France, vous avez les grandes restructurations et l'ouverture de plus en plus importante à une économie mondialisée. Je pense que le gain est assez positif pour la France, mais il y a presque une défiance de départ dans la mesure où ce qu'a vendu François Mitterrand aux Français, c'est une ouverture à l'image de ce qu'on est nous, c'est-à-dire vous allez voir, si on va se battre pour faire une Europe sociale, on va faire les normes françaises à l'image de l'Europe, et ça ne s'est pas produit. Et les grands chocs politiques en France sont liés au référendum autour de l'Europe. Vous avez d'abord le référendum de Maastricht, où François Mitterrand pense qu'il va avoir 55-60% de oui, et au fond, c'est très ric-rac, c'est 50 et un peu plus. Et vous avez le référendum de 2005, où là, le non est à 55%. C'est un référendum sur le traité constitutionnel européen, et au fond, ça a été un référendum sur qui est maître de notre destin. Regardez l'Europe que vous avez construite, c'est une Europe libérale, ce qui n'est pas du tout à l'image française. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que se structure, si vous voulez, la France ouvrière, ou la France qui n'est pas du tout satisfaite de la mondialisation, et une France élitiste. Et à partir de cette fracture qui devient de plus en plus importante et sur laquelle va jouer d'ailleurs Emmanuel Macron pour se faire élire en 2017, se creuse une déstructuration des partis traditionnels, se creuse la déstructuration du clivage gauche-droite qui prétendait au fond englober toutes les populations et qui perdent. On voit que le Parti socialiste, la gauche, perd l'électorat populaire très fortement et que cet électorat va venir entretenir Marine Le Pen. Et donc tout ça donne un paysage extrêmement fragmenté. Ce que je trouve très intéressant, c'est que cette opposition entre France ouverte et France fermée, elle est plus subtile que ça, parce que, par exemple, là, en France, on vous dit ça devient très risqué, Marine Le Pen peut l'emporter à la prochaine présidentielle, et vous regardez en même temps les sondages, notamment le dernier qu'on a publié dans Le Monde, Fracture française, et qui dit que la confiance dans l'Europe progresse. C'est-à-dire que vous avez maintenant 7 points de plus de confiance dans l'Europe. Donc je pense que les Français sont ils se rendent compte à la fois que seuls dans la nation, ils ne comptent plus dans un monde qui devient de plus en plus violent, indéchiffrable, où on ne voit pas non plus de grande puissance qui soit capable de vous apporter la paix et la prospérité, et une envie en même temps de redevenir extrêmement maître de son destin. Et donc je pense qu'on est à cette croisée des chemins où on essaye de retrouver, de combiner souveraineté nationale, souveraineté européenne, ce qu'avait d'ailleurs bien commencé à faire Emmanuel Macron à partir de 2017 en disant maintenant il faut une Europe, mais une Europe qui soit capable de vous défendre, donc qui soit capable de s'armer à la fois industriellement et militairement. On voit par exemple que Marine Le Pen aussi, qui avait fait campagne pour la sortie de l'euro, a été obligée au fond d'intégrer l'euro parce qu'elle s'est rendue compte que c'était aux yeux des Français beaucoup plus protecteur que d'être en dehors. Et donc vous êtes dans cette espèce de tension, mais d'autant plus difficile à résoudre que le paysage politique est parfaitement émietté et que vous avez des petites formations politiques
qui ont été grandes, par exemple les Républicains, le Parti socialiste, qui ont dominé leur camp, qui aujourd'hui sont en miettes, qui veulent encore peser, donc qui font des guerres partisanes, mais qui n'arrivent pas à peser. Et tout ça dans un système politique qui n'a pas du tout cultivé le compromis, mais ça, on y viendra sans doute plus tardivement. On est dans une 5e République qui aime avoir un chef et qui aime avoir... Et je pense qu'on est entré dans une ère où il faudrait davantage de compromis parce qu'on est face à une société extrêmement et à un système de gouvernance extrêmement complexe qui demande à ce qu'on soit à la fois nuancé et capable de conclure des compromis. Jean-Jacques Roth. Oui, il y a des traits tout à fait communs entre ce que Françoise Fressos vient d'exposer et des phénomènes que nous connaissons en Suisse également. Je ne reviens pas sur votre introduction, Philippe, sur les éléments de rupture anthropologique de nos sociétés digitalisées, qui conduisent quand même, ici comme ailleurs, à une atomisation des liens sociaux, une fragmentation existentielle, c'est-à-dire qu'au fond, le lien n'est plus défini par la coexistence territoriale, mais par des coexistences de prédilection qui peuvent être complètement internationales. Et donc, cette dimension-là crée... ici comme ailleurs, ce sentiment qu'au fond, les mécanismes de solidarité primaires, indépendamment des solidarités politiques organisées, sont en train de se dissoudre, et notamment une solidarité par rapport au futur. Et je trouve très intéressant de voir qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile en politique, partout en Europe, on le constate, dans les démocraties en tout cas, de conduire de sages arbitrages entre le présent et le futur. C'est-à-dire que le politique est de plus en plus confronté au court-termisme. Emmanuel Macron, d'ailleurs, le disait très justement dans une interview qu'il a consacrée au Point il y a quelques semaines, de dire qu'il est très difficile de faire passer aujourd'hui des projets de long terme dans une société d'impatience, qui est au fond habituée à une immédiateté des réponses à la fois à ses questions et à ses désirs. Et je pense que ça, c'est un des défis, disons, profonds qui agitent l'ensemble de nos sociétés. Alors, quel système politique par rapport à une société d'impatience, une société de colère aussi, qui est évidemment agitée par les réseaux sociaux et par toutes les manipulations que l'exploitation des données personnelles permet de faire, au moins des populistes et des algorithmes dont ils se servent. Donc agglomération des colères, impatience, attente de bénéfices immédiats du politique, avec une perte de vue des effets à long terme, crée évidemment quelque chose qu'il est extrêmement difficile d'articuler avec un projet, un récit qui rendrait au fond une certaine pertinence à une politique structurée sur le long terme. Et je pense qu'on est tous en train de constater cet effet de déstructuration de l'attente, au fond, de la société par rapport à un politique qui est très désemparé par rapport à ça, parce qu'il doit réinventer des récits, il ne trouve pas forcément la manière d'y répondre. On parlait tout à l'heure de l'urgence climatique et de l'angoisse écologique qui agite beaucoup les populations quand on les interroge, mais qui en réalité ensuite ne se traduisent pas dans les urnes parce qu'on n'a pas de réponse politique encore appropriée à cette angoisse-là. C'est-à-dire qu'on est entre un récit de collapsologie, de décroissance, de sobriété, de renoncement qui n'enthousiasme pas les foules, ou un récit de solutionnisme technologique qui laisse perplexe pas mal de gens. Et donc cet ensemble de perplexités fait que le politique aujourd'hui peine à répondre autrement que par des mesures au fond d'ordre plus symbolique qu'effective. Et j'ai été très frappé de voir récemment la mesure que votre nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a prise par rapport au port de l'abaya, qui est typiquement un problème absolument mineur à l'échelle d'une société comme la France. Il y a quelques centaines de cas peut-être d'abaya dans les écoles françaises. Et j'ai eu l'impression que cette décision a eu un impact symbolique extrêmement fort. D'ailleurs, on voit que Gabriel Attal devient une sorte de vedette, comme ça, peut-être éphémère, du monde politique français, simplement parce qu'elle indique la possibilité de répondre à une attente par un geste fort et immédiatement efficace. Mais évidemment que ça donne le sentiment que le politique court après l'actualité, et souvent fait preuve de son impuissance. On le voit même à l'échelle européenne, par rapport aux GAFAM, par rapport on parle de la pornographie en ligne pour les jeunes, on parle du harcèlement en ligne, etc. On voit que les législatifs, quels qu'ils soient, ont une peine infinie à contenir simplement des évolutions qui les dépassent toujours d'une, deux, trois longueurs. L'intelligence artificielle, devant laquelle tout le monde est désemparé, qu'est-ce qu'on va faire ?
Et donc voilà, il y a, je pense, des problèmes de telle complexité aujourd'hui que le politique, effectivement, est en partie impuissant. Alors il y a des réponses à ça, on peut parler peut-être de la manière dont la Suisse tente d'organiser sa réponse politique à ce type de problème, qui est très différente de la réponse française, mais peut-être qu'on y viendra dans un deuxième temps. David Jays. Oui, alors peut-être faut-il repartir d'une définition de la démocratie. Hannah Arendt en avait une très simple. Elle disait la démocratie, c'est la capacité pour une communauté politique sur un territoire donné à mettre en commun des paroles en vue de produire des actions. Ça peut paraître simple, voire simpliste, mais au fond, en creux, toute la crise démocratique est contenue dans cette définition, parce que nous avons à la fois une crise de l'action et une crise de la parole. Je m'explique, une crise de l'action au sens où, comme vous le disiez Philippe dans votre introduction, nous sommes dans un monde de plus en plus interdépendant, tout est extrêmement poreux, il suffit de voir ces jours-ci l'impact que le conflit israélo-palestinien et les actes horribles, barbares auxquels on a assisté en Israël peut avoir sur les opinions publiques et les sociétés européennes. Donc tout est dans tout d'une certaine manière, et il y a une sorte de décloisonnement entre l'espace intérieur de la démocratie et la réalité du monde, sans compter que nous sommes maintenant emboîtés dans des ensembles, l'Union européenne, les organisations internationales, la décentralisation, la création des agences. Donc le pouvoir, la capacité d'agir, qui est quand même le fondement du politique, l'action, c'est considérablement émietté en tous sens, vers le haut, vers le bas et de manière latérale. Et puis, sur le plan de la parole, qu'est-ce que c'est qu'une parole politique ? L'art de la politique, c'est la capacité à prendre la plainte la plus singulière et par un jeu de traduction et de médiation successive à articuler ces plaintes, toutes irréductiblement singulières, puisque nous sommes tous mus par des passions, des affects différents, et nos existences sont irréductibles. Mais c'est la capacité à articuler ces plaintes toutes irréductiblement singulières en un projet commun. Or, aujourd'hui, il y avait le socialisme et le libéralisme, il y avait des alcools forts idéologiques qui structuraient le paysage politique au XXe siècle, parfois trop forts d'ailleurs, on s'y est brûlé. Mais nous serions bien en peine aujourd'hui, dans le clivage politique tel qu'il est, de retrouver des projets collectifs et politiques aussi puissants que ceux que nous avons connus au XXe siècle, à l'exception de ce clivage que je trouve personnellement horrible entre fermeture et ouverture. Horrible parce que, en réalité, il n'épouse rien. Je suis d'accord, Jean-Jacques, quand vous dites les clivages vont se reconstituer. Il y avait de très puissants clivages au XIXe siècle entre l'Église et l'État. Il y a eu un clivage entre le capital et le travail. Il y a eu un clivage entre les centres urbains et la ruralité. Les Suisses en savent quelque chose. La transformation écologique, qui est un gigantesque mouvement industriel, sociétal, va sécréter de nouveaux clivages. Je n'ai pas de doute là-dessus. Peut-être juste pour conclure ce premier tour de parole, un mot quand même sur l'inspiration suisse, parce qu'il me semble que l'inspiration suisse est intéressante à la fois pour résoudre les problèmes d'action et pour résoudre les problèmes de parole. Pour résoudre les problèmes d'action, parce que la Suisse est une nation indépendante qui n'est pas tellement emboîtée dans des ensembles supranationaux comme l'Union européenne. C'est une démocratie extrêmement vivante puisqu'il y a une pratique de votation, de démocratie communale, et c'est en même temps une économie très mondialisée. Personne ne songerait à dénier à la Suisse son caractère de hub bancaire, de puissance industrielle ouverte sur le monde. Donc la Suisse, à elle seule, d'une certaine manière, elle fait mentir ce théorème de Roderick auquel vous faisiez référence, Philippe, qui est que on ne peut pas être à la fois une nation très mondialisée, une nation très démocratique et une nation souveraine. Il faut toujours choisir deux des trois termes. C'est le fameux triangle d'incompatibilité. Eh bien, la Suisse offre un contre-exemple. Alors, les économistes ont une réponse à ce mystère, à ce paradoxe suisse, tout comme il y a un paradoxe taïwanais aussi, puisque c'est à peu près la même chose. C'est que c'est une nation, sans vous faire offense, qui est plutôt petite et qui vit en quelque sorte aux portes ou au milieu d'un grand ensemble qui, lui, est très prospère et qui, justement, par le fait qu'elle est restée à la marge de ce grand ensemble, se donne un peu, à géométrie variable, les règles dont elle a envie. Est-ce que c'est transposable ou est-ce que c'est applicable dans un pays comme la France, comme l'Italie, comme l'Allemagne ? Je ne sais. En tout cas, il faut méditer cette leçon. Et sur le plan des paroles, là, c'est encore plus intéressant, c'est que le système suisse,
c'est une articulation très fine entre démocratie représentative et démocratie participative. Or, dans le fait qu'on n'arrive plus à faire la médiation de la plainte et de la parole la plus singulière, du cri, jusqu'à la parole d'État, il y a le fait que nous traversons une crise de la représentation plus profonde encore que celle des clivages dont je parlais à l'instant, qui est que l'on ne se reconnaît plus dans le personnel politique qui nous représente, parce que jadis, c'était des notables, c'était des lettrés, les masses étaient paysannes. Je cite souvent ce passage de Tocqueville dans ses souvenirs où il raconte qu'il amène tous les paysans du hameau de Tocqueville pour voter en 1848. On voit bien ce que c'est que la notabilité dans cette époque. Aujourd'hui, tout le monde a accès au téléphone portable, tout le monde peut s'informer, tout le monde a une idée sur tout, très arrêtée parfois, et donc on ne se sent pas parfaitement représenté. Et ce système de démocratie communale et de votation me paraît être un antidote intéressant à la crise de la représentation. Françoise Soissons. Oui, pour rebondir, moi j'insisterai sur les travers, entre guillemets, du système politique français, cette, au fond, exaltation de l'homme providentiel qui... en fait, ce qui est très intéressant quand vous observez sur le long terme la vie politique, c'est que chaque fin de mandat, notamment des seconds mandats, sont toujours crépusculaires. Là, je reprends encore le sondage de Fracture Française. 82% des Français jugent le pays en déclin. Vous auriez pris à la fin du quinquennat Hollande, je pense que c'est la même proportion. À la fin du mandat chiracien, c'était la même proportion. Et puis tout d'un coup, vous avez dans le système politique français un homme qui a compris sur quoi vont les attentes et qui va réveiller de nouveau l'espoir. Alors, Mitterrand, 1981, changer la vie. Chirac, 1995, réduire la fracture sociale. Sarkozy, 2007, travailler plus pour gagner plus. Macron, 2017, la révolution démocratique, on change le personnel politique, on en finit avec la vieille classe politique, on change. Et à la fin de leur mandat, on se retrouve, au fond, entre cet espoir formidable qui a été soulevé et la réalisation, il y a quelque chose qui ne va pas. Les Français ne voient pas traduit dans leur vie concrète un changement ou une promesse que ça va mieux. Et je vois Emmanuel Macron buter sur la même chose que Nicolas Sarkozy, c'est au fond de bien voir les sujets, de bien voir les questions, mais après, quand il faut descendre dans le faire et ce qu'il appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire délivrer le changement, ça coince. Et alors là, vous tombez sur ce qui est aujourd'hui pointé, ce qui a été pointé il y a 10 ans, excès de bureaucratie, excès d'une décentralisation qui n'a pas été amenée à son terme et où finalement les élus se défaussent. Non, c'est pas moi, monsieur, c'est l'intercommunalité. Ah non, c'est pas l'intercommunalité, c'est le département. Non, non, c'est la région. Non, c'est l'État. Ça a été la querelle à chaque fois qu'un problème n'est pas résolu. Vous vous renvoyez la responsabilité. J'ai eu la chance d'assister à une convention citoyenne, même 2 d'ailleurs, et ce qui m'a frappé, c'est qu'au fond, dès que vous remettez les citoyens en situation d'agir pour le bien public et pour l'intérêt général, ils sont d'une fierté et ils sont d'une envie de faire qui est fabuleuse. Et donc, le sujet aujourd'hui, à mon avis, c'est peut-être être moins de promesses au niveau national, plus de réalisations au niveau local, entendre davantage les gens sur le terrain, laisser sans doute beaucoup plus de respiration aux élus locaux, mais à condition que les élus locaux acceptent aussi d'être responsables quand quelque chose ne va pas, de dire oui, ça relève de ma responsabilité et pas de mon voisin. Et c'est au fond peut-être être moins glorifiant dans nos demandes et avoir plus de réalisations concrètes dont chaque citoyen peut être fier. Et ça, on ne peut pas dire que Emmanuel Macron n'a pas tenté des choses, mais par exemple, vous voyez, une convention citoyenne, ça coûte à peu près 5 millions d'euros. Donc c'est très cher pour remettre dans le mouvement les citoyens. Et en même temps, je pense qu'il y a une voie d'essayer localement de remettre les citoyens et leur redonner des responsabilités et leur dire, voilà, vous pouvez agir sur votre vie, même si c'est un tout petit pas. Et ça, je pense que ça fera un bien fou à la démocratie. Mais personne n'a encore
articuler comme il faut le processus. Est-ce qu'il n'y a pas eu un contre-exemple avec la Convention citoyenne sur le climat, qui était la première, si je me souviens bien, et dont les conclusions ont été accueillies très favorablement par le président de la République avant de n'être pas appliquées, et que beaucoup de gens ont eu l'impression, notamment les participants à cette convention, qu'au bout du compte, ils avaient, ce qui est quand même la suspicion qui pèse sur énormément d'actes ou d'actions politiques, qu'ils avaient eu affaire à une opération de com, beaucoup plus qu'à une opération politique. Jean-Jacques Roth. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, notamment dans ce que vient de dire Françoise Fressos sur la dévolution au fond, de pouvoir aux échelons locaux. Ce qui est évidemment, par opposition à la France, le modèle de construction politique en Suisse. C'est-à-dire qu'au fond, la France est construite par le haut, elle délègue des pouvoirs amenuisés aux collectivités locales, alors qu'en Suisse, c'est exactement l'inverse. Au fond, le pouvoir est d'abord communal, il devient cantonal, et par dérogation, il devient fédéral. C'est-à-dire qu'au fond, le pouvoir central est un pouvoir laissé par défaut par rapport aux pouvoirs, disons, de proximité qui restent très importants, même si avec le temps, on observe quand même un glissement des prérogatives du local vers le fédéral. Mais c'est un glissement lent et qui n'est pas spectaculaire. Évidemment que les mécanismes de représentativité, c'est-à-dire qu'on a un système extraordinairement représentatif en Suisse, comme vous le savez, c'est un système parlementaire, essentiellement parlementaire. Donc tous les exécutifs sont des émanations du Parlement. Ce ne sont même pas des systèmes de coalition, mais des systèmes où l'exécutif lui-même est constitué de manière représentative et donc qui force à une entente collégiale entre des représentants de partis qui, a priori, ne s'entendent pas. Ce qui, évidemment, amortit, comme le disait l'essayiste Giuliano d'Empoli, amortit les chocs et stabilise de manière extraordinairement puissante et jusqu'à présent très efficace les mécanismes de prise de décision. Et c'est un mécanisme qui a même su, et je ne voudrais pas en faire un éloge inconsidéré parce qu'il a toutes sortes de défauts sur lesquels on pourrait revenir, mais c'est un mécanisme qui a su intégrer un mouvement de polarisation politique extrêmement virulent, avec l'apparition de l'UDC, qui est un parti de droite nationaliste, qu'on pourrait comparer sous certaines réserves au Rassemblement national en France, qui est apparu dans les années 90 et qui s'est immédiatement fait une place très importante dans le paysage politique suisse, mais qui a été intégré, c'est-à-dire qui est entré au gouvernement, y compris avec le plus virulent de ses tribuns et fondateurs, qui était Christophe Blocher, et qui, bon gré mal gré, a à peu près réussi à faire équipe avec les autres membres du gouvernement. Alors, ce n'est pas sans difficulté, la polarisation crispe le système, elle tend à effriter les forces du centre qui ont toujours été les pivots de toutes les majorités et sans lesquelles il n'y a jamais eu de loi possible en Suisse, parce qu'il a toujours fallu évidemment avoir le centre avec soi, le centre droit, disons, avec soi pour pouvoir établir une loi. Donc on a de plus en plus, au fond, de contestations constitutionnalisées des mesures politiques par la tenue de référendums. Donc vous savez qu'en Suisse, on peut contester une loi par l'organisation d'un référendum populaire, ou on peut proposer une nouvelle loi par un mécanisme d'initiative populaire, donc c'est les deux instruments principaux de la démocratie directe, et ces référendums tendent à se multiplier comme des éléments des partis d'opposition, des partis, disons, aux extrêmes de l'échiquier, pour imposer des vues alors qu'ils sont relativement minoritaires dans l'équilibre gouvernemental. Donc c'est un système qui a ses vacillations, qui a ses oscillations, mais qui, tendanciellement, je pense, répond à ce que Françoise Fressos disait et qu'on constate partout en Europe. C'est une aspiration des peuples à avoir une prise plus directe sur les prises de décision. Et je pense que les conventions citoyennes sont une des expressions de ceci. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on y pense même en Suisse, où par rapport aux instruments de démocratie directe qui sont très imparfaits, avec des taux d'abstention extrêmement importants, l'idée de convention citoyenne pour l'élaboration de certains projets de loi est en train de naître, à l'image de ce qui s'est fait en Irlande, lorsqu'il s'est agi de discuter et de proposer le droit à l'avortement et le mariage homosexuel, et où l'Irlande, de manière très novatrice, avait imaginé un référendum qui avait été préludé par la constitution d'une assemblée citoyenne qui avait établi les bases du débat, qui avait établi les arguments pour et contre d'une manière aussi objective que possible. Et les choses se sont passées de manière extrêmement inattendue. N'oublions pas quand même que les conventions citoyennes sont des conventions octroyées et non pas des demandes comme il peut y avoir en Suisse de référendum d'initiative populaire. David Jayes. Oui, les comparatistes spécialistes de sciences politiques qui étudient les systèmes politiques en comparaison les uns avec les autres, ils identifient deux grands phénomènes ces 20 dernières années, et c'est soit l'un, soit l'autre en général. Dans un cas, c'est l'émiettement. C'est ce qu'on observe par exemple en Allemagne ou dans beaucoup de démocraties parlementaires. On avait, durant les 30 Glorieuses et par hystérèse dans les années qui ont suivi les 30 Glorieuses, deux grands partis,
D'un côté, le SPD, social-démocrate, de l'autre, la CDU-CSU, confédération de partis plutôt conservateurs, chrétiens. Et ce qu'on observe depuis 2 ou 3 décennies, c'est une sorte de sissiparité. Mais cette sissiparité, elle est bien prise en charge par le système parlementaire allemand parce que, effectivement, ce qui compte, c'est la capacité à construire des contrats de gouvernement et des coalitions. Elle n'a pas que des qualités. Regardez l'Allemagne confrontée à un triple choc géopolitique avec l'élection de Trump, commercial avec sa dépendance vis-à-vis de la Chine et énergétique avec la guerre en Ukraine et sa dépendance au gaz. Ça nécessiterait de prendre des décisions rapides, de faire des virages à 180 degrés. Et le gouvernement en coalition, il empêche un peu ça parce qu'on est dans des tractations en permanence. Donc il ne faut pas non plus idéaliser ce système. Mais on a cette tendance à l'émiettement dans un certain nombre de pays. Et puis dans d'autres, notamment les États-Unis, on a l'ultra-polarisation partisane. C'est-à-dire qu'on est sur un système où tout est pensé effectivement pour 2 partis, les démocrates et les républicains. Et comme la société se tend, se polarise, y compris sur des sujets où il n'y a pas de compromis possible, sur l'avortement, il n'y a pas de compromis possible. Malheureusement, sur les questions israélo-palestiniennes, il y a de moins en moins de compromis qui sont possibles. Donc là, on a une sorte de tension du système. Le malheur français, d'une certaine manière, c'est qu'on a un peu fromage dessert, c'est-à-dire qu'on a le pire de la 5e et le pire de la 4e en ce moment. Au sens où la compétition électorale reste entièrement pensée pour savoir qui va être président de la République et derrière qui va avoir une majorité et donc les pouvoirs absolus. Et en même temps, il n'y a plus aucun parti politique qui a suffisamment de force pour représenter vraiment 40, 50, 60% de la population. Et donc, on se retrouve avec des dirigeants qui ont peu d'adhésion démocratique, en tout cas pas autant qu'il y a 20 ou 30 ans. Et on a des comportements dignes de la 4e République, mais avec un niveau d'agressivité qui est celui d'un système majoritaire. Vous voyez, on pourrait sortir de cette nasse de manière assez simple. Moi, j'avais proposé dans mon dernier livre publié, Le nouveau modèle français, des choses assez simples qui, à mon avis, nous permettraient de nous en sortir. Premièrement, déconnecter le temps présidentiel et le temps parlementaire en revenant, par exemple, au septennat, ou même plus simplement encore en décalant les dates d'élection, de manière à ce que le président ne soit pas automatiquement le chef d'une majorité parlementaire, mais qu'il soit vraiment un président qui préside. Deuxièmement, mettre en place un système de proportionnel raisonnable. Je ne suis pas l'avocat d'une proportionnelle intégrale. On voit ce que ça donne sur la vie politique israélienne. Il y a un proverbe en Israël qui dit, sur la vie politique israélienne, c'est pas le chien qui remue la queue, c'est la queue qui remue le chien. C'est-à-dire que dans les systèmes de proportionnel intégral, on se retrouve otage de factions ou de partis ultra-extrémistes, ultra-minoritaires, mais qui sont parfois nécessaires pour former les cabinets. Mais une dose raisonnable de proportionnel, ça ferait tout de suite baisser le niveau de pression parce que ça forcerait les partis politiques qui participent d'un même espace à s'entendre et à construire des contrats de gouvernement. En Allemagne, on a des libéraux plus à droite que La République En Marche, le Parti socialiste qui ressemble bon an mal an aux sociodémocrates français, et les Verts. Ils gouvernent ensemble, ils ne sont pas d'accord sur tout, mais ils se sont mis d'accord sur 40-45 points de gouvernement. Je pense que ça ferait beaucoup de bien au système français. Et vous voyez, ce n'est pas des modifications extrêmement substantielles, mais ça permettrait de conjuguer à la fois la nécessité d'avoir de la force de gouverner, parce qu'il faut garder cette réactivité dans un monde qui ressemble plus à une jungle qu'à un jardin d'Éden, et en même temps, ça redonnerait de l'esprit de compromis et de l'esprit de négociation dans une vie politique qui, de toute façon, est plus émiettée qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Françoise Fressoz. Oui, sur l'effritement de la vie politique, j'ai quelques chiffres assez significatifs. En 1965, l'élection présidentielle, les finalistes, De Gaulle fait 44,6% au premier tour, Mitterrand 31,7% et Le Canuet 15,5%. En 2022, premier tour de l'élection présidentielle, Macron fait 27,8%, Le Pen 23,1% et Mélenchon 21,9%. C'est très pervers parce qu'au fond, vous pouvez vous dire que si vous arrivez à 30% au premier tour de l'élection présidentielle, vous pouvez potentiellement la gagner. Donc, si vous voulez, dans l'état d'émiettement actuel, donc au fond, ça pousse pas du tout à se coaliser. Un aventurier peut se dire, à 30%, après tout, je peux peut-être tenter ma chance. Et après, advienne que pourra, pour gouverner, bon courage. Donc ça, c'est effectivement un aspect pervers qui empêche, au fond, de raisonner sur
C'est quoi l'intérêt aujourd'hui du pays? Est-ce qu'on peut monter des coalitions de gouvernement? Et en même temps, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, il y a un débat sur la révision constitutionnelle qui a été ouvert par Emmanuel Macron. La gauche boycotte en disant que de toute façon, si on passe pas la 6e République directement, c'est pas la peine de discuter. Et donc, au moment où on peut être sérieusement se saisir de ces problèmes démocratiques, au fond, il y a une sorte de fuite en avant parce que je pense que certains ont envie de rester dans ce système et d'autres se disent c'est pas l'essentiel. Il y a une autre chose moi, sur laquelle je voudrais insister sur la crise proprement française, c'est que je pense que ce qui se déroule aujourd'hui dans le monde, c'est au fond aussi un déclin assez profond de la place de l'Occident dans le jeu mondial et que donc on vit d'une certaine façon un déclassement alors qu'on a été par De Gaulle entretenu dans l'idée qu'on était une puissance qui comptait très fortement, qu'il y avait une voix singulière de la France, et je pense que ce déclassement est vécu avec d'autant plus de difficultés que on ne se projette à l'extérieur comme grand. Or, quand vous voyez tous les événements qui sont en train de se passer, c'est-à-dire l'Ukraine, le conflit israélo-arabe, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, l'idée pour les électeurs français, c'est de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous tomber sur la figure, sur la tête demain? Le monde est extrêmement dangereux, on n'a pas la clé. Alors, je pense que l'idée de Macron, c'est quand même de dire, notre bouclier, c'est l'Europe. Donc, son avantage, ça a été d'être en anticipation, de dire, il faut reconstruire une souveraineté économique, une souveraineté militaire. Mais comme les résultats tardent, ça s'amenuise. Et donc, je pense que ce qui se joue aujourd'hui aussi en France, c'est au fond la prise de conscience que notre voie décline et que il faut peut-être aussi remettre la politique à ce niveau, c'est-à-dire d'arrêter de se considérer comme une grande puissance et essayer de résoudre nos propres problèmes en rabattant un peu par rapport à tout le discours politique qu'on nous a tenu pendant des années. Jean-Jacques Roth. Je pense qu'il est juste de considérer que le deuil de la fierté gaulienne et de la puissance française telle qu'il l'avait exprimée est un deuil long et qu'il n'est pas terminé en France, probablement pas. Et je pense que ceux qui ont tenté de le faire, comme François Hollande, en instaurant le règne du président raisonnable, se sont cassés les dents, en fait. On paye toujours très cher le déclin d'image dont on est l'opérateur soi-même. Et c'est toute la difficulté. Et Macron semblait assez bien réussir cette idée qu'on pouvait rétablir une sorte d'autorité présidentielle tout en ayant une sorte de comportement cool qui la contredisait, ou en tout cas qui l'équilibrait. Mais ce que j'observe aussi, et ce qui est frappant, je pense, maintenant dans la politique française depuis un certain nombre d'années, et je dirais même une vingtaine d'années, c'est le cimetière des paroles trahies de la part des gouvernants. C'est-à-dire que, notamment par rapport à l'organisation des pouvoirs, je n'ai cessé d'entendre des présidents dire qu'il fallait rendre de l'autorité au Premier ministre, qu'il fallait rendre du pouvoir au Parlement, qu'il fallait horizontaliser un certain nombre de mécanismes de décision, sans n'avoir jamais entrepris le moindre pas dans cette direction-là. Et je pense qu'il y a une sorte d'absence de crédibilité du discours, disons, autour de l'organisation des pouvoirs, qui tient au fait qu'aucun président n'a envie de perdre une miette de ses prérogatives. Et là, je pense qu'il y a un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que à mesure que ce pouvoir de la parole s'affaiblit, évidemment que le sentiment d'impuissance croît et ne fait qu'affaiblir le pouvoir de la parole suivante. David Jays. Oui, un sujet qu'on n'a pas encore complètement abordé, c'est aussi, mais c'est pas propre à la France, je pense que c'est beaucoup propre au monde occidental, c'est le vide de projet national. C'est-à-dire, quand vous aviez le gaullisme, le socialisme, le communisme, c'était des projets épais, forts, mobilisateurs, qui mettaient en mouvement des affects et des classes sociales dans la société. C'est vrai que De Gaulle, c'est une épopée. C'est pas simplement des rêveries et un verbe haut, c'est une vraie aventure. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et je crois qu'il est de la responsabilité du camp démocratique, parce que malheureusement, le paysage va se polariser autour d'un côté d'une extrême droite populiste qui capitalise sur les colères, sur les angoisses des classes moyennes, et ça va durer, pas éternellement, je pense qu'on va en voir le bout, mais ça va durer encore quelques années. On en a pour 10 ou 15 ans de maelstrom dans la politique européenne. Mais le camp démocrate, sa responsabilité, quelle est-elle? C'est d'essayer de faire de cette transformation écologique
la matrice d'un véritable projet de société, d'un véritable projet industriel. Alors, la Suisse est une des grandes puissances industrielles du monde, ce qu'on ne sait pas, parce qu'on pense que la Suisse, c'est d'abord une place forte financière et de services, mais c'est une puissance industrielle. La France, malheureusement, c'est beaucoup désindustrialisé. L'industrie française, aujourd'hui, c'est moins de 10% de sa richesse. Et là, on a, avec cette profonde mutation dans nos façons de nous déplacer, d'habiter, de nous alimenter, de nous loger, de produire, avec la mer, l'eau, la forêt, l'agriculture, etc., l'occasion d'engager une très grande révolution qui soit à la fois une révolution politique et une révolution productive. Sauf qu'effectivement, le problème, c'est qu'autour de cette révolution productive et politique, on entend aujourd'hui que essentiellement des slogans insensés, des injonctions, des choses qui sonnent comme étant un peu soit apocalyptiques, soit punitives. Il ne faut pas se dire que ça va être un chemin de rose. Évidemment, ça va nécessiter de faire beaucoup d'efforts collectifs. Mais cette discipline individuelle et collective, elle peut aussi être très payante sur d'autres aspects, sur le plan de la santé, sur le plan de la convivialité. Moi, je crois beaucoup, par exemple, que ce mode d'aménagement du territoire très émietté, où les gens vivent dans des maisons individuelles, où il n'y a plus d'espace pour se retrouver parce que l'Église a décliné et parce que les sociabilités se sont effritées, ça a fait beaucoup de mal à la démocratie. Il y a un très bon livre américain qui s'appelle Bowling Alone, dans lequel le politiste qui l'a écrit parlait de ces gens qui vont faire du bowling le samedi soir tout seuls, et que c'est une véritable épidémie de solitude qui touche les États-Unis, mais qui touche aussi l'Europe. Et donc là, avec cette transformation productive, écologique, industrielle, il y a une occasion de reconstruire du lien, de densifier un peu les villes, de remettre du service public de proximité, de remettre de l'industrie et donc une culture de production, et donc, et ça Joe Biden l'a bien compris, des emplois de qualité, de classe moyenne, syndicalisés. Bref, on a là, en quelque sorte, la matrice d'un projet politique dont je me désole qu'il ne parvienne pas encore aujourd'hui à s'exprimer sérieusement dans la classe politique. Françoise Fressoz. Oui, alors ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et là, je pense que ça, c'est un gros ratage du côté de la gauche, notamment des écologistes qui ont sans doute été, avec l'écologie, se sont beaucoup vécus comme des lanceurs d'alerte, beaucoup plus en prise avec le monde associatif qu'avec le monde politique. Et je pense que on en arrive maintenant à une sorte d'écologie, notamment chez les jeunes, et ça c'est très inquiétant, au fait une écologie extrêmement dépressive, parce qu'au fond les jeunes ont l'impression que ça ne bouge pas, qu'on va à la catastrophe, que le monde politique n'a pas de réponse, et que par conséquent on va plus faire d'enfants, on va plus voter, voilà. Et je pense que effectivement le personnage politique qui sera capable d'inventer un discours non pas absolument optimiste, mais un discours à la fois ancré sur le réel et pouvant proposer un idéal d'une nouvelle société, parce qu'au fond, ça permet d'inventer une nouvelle société, cette transition écologique. On peut projeter des modèles qui sont plaisants, qui sont peut-être plus humains, qui luttent effectivement contre cette solitude à laquelle on est tous arrivés, cet individualisme profond, mais qui ne soit pas non plus une contestation absolue du libéralisme, un retour au communisme. Et je trouve que là, il y a une absence dans le champ politique de ce message, parce que ça nous permettrait aussi, je pense, de revivre l'aventure française comme pouvant être aussi exemplaire, c'est-à-dire ça pourrait porter notre voix dans le monde sur un modèle qu'on serait capable d'inventer et qui soit plus en référence au passé gaulien et à la geste avec laquelle actuellement on est en difficulté, parce que le réel ne colle plus avec le discours ou les institutions que nous avons. Jean-Jacques Roth. Oui, je crois qu'effectivement, on peut imaginer qu'un nouveau clivage à venir, et qui sera un clivage probablement vertueux sur le plan démocratique, au fond, organiserait l'espace politique entre les tenants du vivre mieux et les tenants du vivre plus, au sens plus de prospérité, plus de biens, plus de matériel, etc., qui est quand même la grande vulgate, disons, du libéralisme depuis toujours, et qui pourrait d'ailleurs s'associer d'une certaine manière. Et c'est vrai que là, un récit reste à inventer, parce qu'au fond, l'idée du vivre mieux, elle est encore extrêmement éparpillée entre différentes forces politiques. C'est le cas partout, en Suisse comme en France. Et au fond, il manque ce récit qui fédérerait, au fond, les ingrédients majeurs qui donneraient envie, politiquement,
de se vivre mieux. Alors, ce sont de nature urbanistique. Je trouve très intéressant tout d'un coup ce débat autour de la France moche qui s'est levé, quoi, de ces zones périphériques urbaines qui sont effectivement atroces, quoi, qu'on a laissé se dévergonder à coups de bâtiments industriels sans âme. Et tout d'un coup, c'est vrai que ça a l'air d'être, au fond, assez trivial comme sujet de débat, mais je crois que pas du tout. Je crois que c'est vraiment tout d'un coup la qualité de l'environnement qui est en jeu. Et voilà. Et il y a un certain nombre d'éléments. Alors j'en cite un, il y en aurait bien évidemment beaucoup d'autres dans le domaine urbanistique, dans le domaine effectivement de quel service public de proximité par rapport à des régions qui sont quand même très désertifiées de ce point de vue-là. Il y a des choses qui pourraient s'organiser et constituer un récit. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que les vieux clivages tiennent encore trop fort la rampe des partis, parce qu'il y a des inerties absolument naturelles. On connaît ces problématiques-là. Et que c'est vrai que peut-être qu'Emmanuel Macron, par sa force disruptive, par le fait qu'il apportait un autre discours, aurait pu, au fond, capitaliser sur un discours de ce type-là. Mais quelque part, tout son discours autour de l'écologie manque quand même un tout petit peu de conviction et d'action, pour le coup. Et c'est vrai que pour l'instant, il manque en tout cas de substance. Oui, il y a une montée, me semble-t-il, de la fin de non-recevoir, qui est une forme d'agressivité particulière en politique, et qui me paraît pouvoir être mise en rapport avec quelque chose que j'avais appris quand j'ai commencé ma vie professionnelle à faire de la recherche avec des psychiatres, où j'avais appris une chose qui est que les hommes qui battent leurs femmes, et les femmes qui battent leurs maris, parce que ça arrive aussi dans des proportions moindres, mais ça existe, sont des impuissants, ou des femmes frigides. Et qu'il y a une espèce de retournement de l'agressivité contre son incapacité à faire quelque chose, et qui me paraît exister, par exemple à l'Assemblée nationale, dans cette espèce de... Il n'y a pas chez LFI que quelque chose qui est de l'ordre de la bonne vieille tactique de trotskistes, de ceux et de cette race de trotskistes que les autres trotskistes appelaient l'extrême droite de l'extrême gauche, que je trouve assez drôle. Mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de « nous n'avons rien à proposer ». Sinon l'affrontement, sinon le conflit, et sinon ensuite on arrive et on verra ce qu'on verra, et que cette fin de non-recevoir à la conversation, au compromis, et c'est d'ailleurs pourquoi j'aimerais vous interroger, mais peut-être tout à l'heure dans la deuxième partie, sur l'équilibre entre les votations d'initiative populaire et les votations au niveau fédéral, mais je repasse la parole à David James. Non, mais là, je plutôt parler de l'Europe que de la seule France. Il me semble qu'on est en train de faire une erreur sur l'écologie en Europe, c'est qu'on a un plan qui s'appelle le Green Deal, ou le Pacte vert, qui est sans doute le plus complet, le plus profond, le plus ambitieux du monde. Vous regardez en Chine ou aux États-Unis, ils ne font rien sur l'agriculture, ils ne font rien sur l'urbanisme, les villes chinoises sont des cloaques de pollution, l'agriculture américaine est ultra intensive et productiviste. Et en Europe, on a travaillé toutes ces questions. Chaque centime, on réglemente même les ampoules qu'on met dans les lampes, etc. Mais ce plan a un problème majeur, c'est qu'il est d'abord un tapis de réglementation. Et il est d'abord punitif, en quelque sorte, avant de dessiner un futur désirable. Pour interdire l'accès à des véhicules utilitaires dans les centres des agglomérations, il vaudrait mieux d'abord s'être assuré que les artisans, les ouvriers, les gens qui viennent tous les jours travailler dans ces agglomérations puissent acheter un véhicule électrique ou une solution de mobilité alternative, ou qu'on ait construit des RER métropolitains. Avant d'interdire les véhicules thermiques en 2035, il faut s'assurer qu'on sera capable d'industrialiser suffisamment de voitures et de batteries électriques sur le continent européen et que les gens seront accompagnés financièrement pour les acheter. Avant de décréter qu'on artificialise plus, ce qui est tout à fait souhaitable, il faut s'assurer que ça ne va pas mettre dans la difficulté des collectivités où, par exemple, il y a une démographie galopante et où il faut construire des logements et des classes d'école. Et on a un peu tendance à prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on met d'abord des réglementations, ensuite ça crée de l'exaspération sociale. On le voit en France avec les Gilets jaunes, on le voit aux Pays-Bas avec le mouvement des paysans citoyens qui protestaient contre l'azote, l'interdiction de l'azote, et qui est devenue la première force politique putative du pays. On le voit en Allemagne avec la protestation contre les chaudières qui a fait grimper l'AfD. Et donc ensuite, les gouvernements reculent. Et donc on renonce à notre ambition écologique. Moi, je ne veux pas qu'on soit dans un tango entre de la réglementation punitive et des reculades. Il faut qu'on arrive à construire cette troisième voie d'une écologie positive, désirable,
accrochés à un projet de société. Et là où les Américains sont plus forts que nous, c'est que alors même que leur écologie, elle est très limitative, ils travaillent surtout sur l'électricité, sur l'électrification, eh bien, comme ils l'ont accroché à un plan industriel et qu'ils sont massifs avec l'argent fédéral, là, c'est de la subvention pour tous les producteurs d'énergie, d'électricité, de voitures, etc. Ils sont très protectionnistes aussi. Eh bien, ils sont en train de transformer le paysage urbain. Je vous assure, si vous allez vous promener dans des villes comme Tulsa, dans l'Oklahoma, vous voyez, Tulsa, c'était la capitale mondiale du pétrole. Aujourd'hui, partout, c'est des panneaux photovoltaïques, on décarbone. L'Italien Enel s'est installé dans le port et est en train de faire des chantiers navals décarbonés. Le master de pétrole de l'université, ça devient un master hydrogène. Enfin, vous voyez, et ça, c'est la force des Américains, c'est quand ils se disent « on y va », avec cet enthousiasme presque juvénile. Et nous, on est là en train de dire on va faire 175 réglementations et en même temps, on recule dès qu'il y a un coup de semonce dans l'opinion. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, je crois qu'il y a quelque chose à construire autour d'une écologie positive, industrielle, mais encore faut-il s'en donner les moyens et construire le discours qui va avec. Et c'est ça qu'on n'a pas réussi à trouver, ni Emmanuel Macron en France, ni au niveau européen. Françoise Fressos. Et en même temps, ce qui est intéressant dans l'exemple que vous citez, c'est l'interaction entre les puissances. Autrement dit, l'Europe a fait le Green Deal, effectivement, puis ils ont regardé ce que faisaient les États-Unis, et maintenant, ils s'aperçoivent que s'ils veulent pas être complètement détrônés ou s'ils veulent pas que les industriels aillent se délocalisent pour aller aux États-Unis pour faire la révolution écologique, eh ben il faut peut-être changer un peu le fonctionnement de l'Europe. Et moi, c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'au fond, le monde bouge. Il y a notamment au niveau européen, qui a été vu comme l'Europe au service de la puissance financière. Voilà. Ils ont quand même été capables, au moment du vaccin, au moment du Covid, de faire un vaccin, au fond, pas de faire un vaccin, mais au fond, de faire en sorte que les vaccins soient bien distribués. Ils ont essayé de relocaliser. Ils ont mutualisé les dettes. Au fond, les gouvernements ont agi sous une pression mondiale. Mais le problème, c'est que c'est pas démocratiquement perçu par le citoyen comme quelque chose de positif ou venant d'eux ou répondant à quelque chose qui aurait été dit avant, présenté comme un projet politique. Et je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il faut articuler ce qui se passe au niveau mondial et qui va vite, et ce qui se passe dans votre vie quotidienne et qui peut être extrêmement bénéfique. Et ça, c'est pas fait du tout en ce moment. Jean-Jacques Roth, pour donner la parole à la fin de notre conversation au régional de l'État, avant de passer ensuite donc aux habituels échanges qui suivent nos émissions en public et en direct avec le public qui est ici à la Fondation Jan Michalski. Jean-Jacques Roth. Oui, à propos de ce qui vient d'être dit, je trouve que si on reprend la thématique de l'articulation entre les actes et la parole, le problème européen, c'est le manque de parole. C'est-à-dire que les décisions les plus importantes qui sont prises à l'échelon européen, qui ont une influence absolument majeure, on reprend le pacte vert, c'en est une, n'est relayée par aucune parole intérieure. Et vous n'avez pas eu Emmanuel Macron s'adressant à 20h aux Français pour dire, écoutez, voilà, nous avons pris, nous Européens, une décision majeure qui aura une influence décisive sur la conversion écologique de nos sociétés, les voici, je vous les explique, je les défends, etc. Rien. Voilà. Donc, il y a évidemment un découplage total entre l'ensemble de l'opinion des citoyens et des décisions qui peuvent être prises avec tous les effets pervers que vous citiez, la sensation que c'est fait dans l'opacité, que c'est une technocratie qui s'est emparée du problème, qu'elle est faite à rebours du bon sens, et qu'en plus, on n'a pas de pouvoir de sanction sur elle, parce que les élections européennes, ce pas les élections de sanction. Donc, ça crée un sentiment quand même, alors non pas d'impuissance du politique, mais de découplage entre le politique et les citoyens qui me paraît extrêmement dangereux pour l'idée européenne, même si je suis heureux d'apprendre, parce que je ne connaissais pas ces derniers chiffres, que la cote de l'Europe, de l'Union européenne, la confiance reste progresse. Voilà. Bon, un signe d'espoir, il en fallait un. Terminons donc sur un signe d'espoir. Terminons non sans remercier Maximilien Radwanski, avec qui cette émission a été préparée, Jérôme Fanciulli, qui l'aura enregistré, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire veille à toutes les questions qui tournent autour de notre plateforme financière, et puis bien sûr, en remerciant la Fondation Jan Michalski à Montrichet, qui, une fois de plus,
nous accueille pour cette émission qui va donc maintenant se prolonger par des échanges avec le public.